Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Dimanche Invité. Ce soir, Dimanche Invité reçoit le président de l'association Urdac Mali ou l'unité de réflexion et d'action pour le Mali. Vous l'aurez compris, nous recevons M. Yamoudou Keïta. M. Keïta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, M. Sidibé, c'est moi qui vous remercie. Merci à Renouveau TV et à toute votre équipe technique. Avec vous, nous allons essayer de comprendre un peu le blocage qui entoure l'application de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. L'accord a été signé, si je ne m'abuse, en 2015. Est-ce que vous pouvez nous aider déjà à faire le point de l'application de cet accord? Alors, avant de commencer, j'aimerais saluer particulièrement les téléspectateurs de Renouveau TV, mais surtout aussi les membres de l'URDAC et sympathisants, le président du bureau national, M. Cheikh Naba, et puis tous les coordinateurs au Mali et puis à l'étranger. Alors, accord d'Alger, c'est un combat que nous avons mené depuis très longtemps. Oui. Je pense que Renouveau TV nous a reçus quelques fois pour en parler. Oui. Donc, au niveau de l'application, il y a beaucoup de flou, oui, en réalité. Si vous prenez l'actualité, je pense qu'il y a un communiqué de la CEMA, oui, la coordination des mouvements de l'Azawad, oui, qui a été publié il y a quelques jours, en tout cas dans lequel... À la suite d'une grande rencontre entre ces... Voilà, oui, entre les différents mouvements, oui, où ils ont fait le point sur la situation sociopolitique, la situation, comme on appelle, par rapport à l'accord. Oui. Et par rapport à cela, ils pensent que, en tout cas, l'accord, ils ne sont pas satisfaits de l'application. Oui. Bon, nous, au niveau de l'URDAC, oui, nous pensons le contraire. Nous pensons que tout le processus qui est mis en place, oui, aujourd'hui, à la fois sur le plan politique et sur le plan social, qui prennent corps et forme dans les réformes qui sont engagées, oui, sous plusieurs noms d'ailleurs, mais dont le seul que nous retiendrons, c'est la refondation. Oui. Car l'accord est devenu la norme d'ajustement des refondations du Mali. Donc on ne peut pas, avec toutes les réformes annoncées, l'application efficiente et intelligente annoncée, oui, nous ne pensons pas qu'il y ait véritablement un problème par rapport à l'application. Vous pensez qu'il y a eu des avancées par rapport à l'application de cet accord, M. Keïta? Ouais, nous pensons qu'il y a beaucoup d'avancées. Déjà par rapport à tout ce que les groupes armés ont acquis, en termes de conquête territoriale, en termes d'administration territoriale, les autorités intérimaires, la définition des zones de développement des régions du Nord, la définition des régions militaires et le fait qu'ils soient surtout encore armés. Et ils font leur congrès, ils fêtent, on peut dire ça, entre guillemets, leur indépendance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les groupes armés ont suffisamment d'acquis dans la mise en œuvre de l'accord. Oui. Car au niveau de l'URDAC, nous avons fait la réflexion. Nous pensons que l'application relève de l'État, la mise en œuvre relève des groupes armés. Et sur ce plan, ils ont acquis beaucoup d'avantages, contrairement à ce que les Maliens pensent et contrairement aux vœux même de l'État malien. Car ces acquis violent même l'accord en soi. Quand ils prennent des décisions d'exploiter les ressources, à un moment, il y a eu un communiqué de la CEMA pour dire comment est-ce qu'il faut exploiter l'or de Kidal. Moi, je pense que ça veut dire clairement que l'accord n'est pas respecté. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut faire comprendre aux autorités que les lignes rouges qui avaient été fixées, ces lignes rouges-là ont été franchies il y a longtemps. L'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État, la forme républicaine et laïque. Ces lignes rouges-là ont été franchies il y a longtemps par les acquis de la CEMA. Donc nous pensons qu'ils ont assez d'acquis aujourd'hui, oui, à ce stade même de l'application de l'accord, en plus des mesures qui sont prises à la fois par le ministère de la Réconciliation chargé de l'accord d'Alger, oui, par le ministère de la Refondation qui doit aussi prendre en compte les aspirations de l'accord pour refonder le Mali. Donc nous pensons qu'il y a suffisamment d'acquis en faveur des groupes armés qui vont en défaveur du Mali et du peuple malien. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans tout ce processus, oui, c'est le peuple malien qui est out. Or, c'est ce peuple-là qui fait les frais. Ça y est, la souveraineté appartient à ce peuple-là qui ne l'exprime pas. L'accord n'est pas son souhait, ce n'est pas son vœu. Et il y a beaucoup de contenu dans l'accord qu'ils ne comprennent pas. Oui, M. Keïta, en vous écoutant, on déduit aisément que votre souhait, il est clair, hein, déchirer l'accord d'Alger. Est-ce que vous pouvez m'aider à confirmer cette déduction? Alors, je vais juste rectifier cela un peu. Nous ne voulons pas déchirer, car vouloir déchirer la paix, c'est être mal intentionné. Nous pensons qu'il faut un projet alternatif.
Pourquoi? Oui. Car le processus qui a conduit à cet accord, ce processus doit interroger tout Malien. L'accord en soi, c'est une autre philosophie du Mali. Une philosophie qui met en avant l'Azawad, qui nous dit qu'il faut considérer l'Azawad comme une entité géographique, historique, mémorielle et culturelle. Et que pour cela, il faut une réappropriation de notre histoire. Contrairement à cette philosophie du feu de Mali, Modibo Keïta, qui est le Mali qui nous inspire, qui est le Mali qui reflète notre histoire à nous tous, y compris nos frères Touaregs. Donc nous pensons qu'à ce niveau déjà, il y a un problème, car quand on porte atteinte à l'histoire d'une nation, c'est une façon de régner cette nation. Donc nous pensons que, ne serait-ce que pour ce point, cet accord-là, il faut le revoir. Autrement, dans le respect de l'histoire du Mali, dans le respect de notre identité socio-culturelle et historique, je crois que cela est important. Vous êtes pour la révision de l'accord. Ce principe a tout de même été partagé par en tout cas les différentes parties. Jusqu'à présent, on n'en est pas là encore. Mais c'est ça le problème justement. La relecture, nous, ça ne nous gênerait pas si ce n'est l'esprit de l'article 65 de l'accord. Oui. Justement, qu'est-ce qui bloque déjà cette relecture? On se pose la question nous-mêmes. Oui. Pour nous, le choix stratégique du pouvoir malien, des autorités de la transition, en est pour quelque chose. Décider aujourd'hui de façon active, d'appliquer de façon efficiente et intelligente l'accord, c'est occulter la voix d'une majorité des Maliens qui voient cet accord autrement, qui ne sont pas opposés à la paix, comme l'URDAC Mali. Nous n'avons jamais été opposés à la paix. Nous voulons un projet alternatif qui est possible. Entre nous, frères, on peut s'asseoir et discuter sans intermédiaire, car l'accord, n'oublions pas, est aussi voulu par d'autres puissances qui ont la volonté de faire du Mali une fédération, qui ont la volonté, en tout cas, de faire croire au monde entier que les populations blanches du Nord et les populations noires du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. Moi, je pense que compte tenu de ces volontés extérieures qui alimentent cet accord, qui alimentent tout le processus qui a conduit à la désintégration de notre nation, qui a conduit à embraser tout le Sahel avec la dislocation de la Libye, les Maliens ne doivent pas accepter cet accord, d'une part. D'autre part, une solution alternative est possible. Mais aujourd'hui, il faut mettre le peuple malien au cœur de cette affaire, car même les groupes armés font partie du peuple malien. Nous devons s'asseoir entre nous et discuter. Il y a des parties de l'accord qui parlent de développement. Tout le Mali a besoin de développement. Toutes les régions ont besoin de développement. Pour appliquer cela entre nous, ça ne posera aucun problème. Mais s'il s'agit de porter atteinte à notre architecture institutionnelle et constitutionnelle, au détriment du peuple, c'est ce que l'article 65 dit. Car s'il y a négociation, ça doit se faire entre signataires et éventuellement les pays qui cautionnent l'accord, qui sont membres du comité de suivi de l'accord, à savoir les 5 pays les plus puissants du monde, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Moi, je pense qu'en cela, le Mali perd, sa souveraineté. Dans notre constitution, il est dit que la souveraineté appartient au peuple malien. C'est à lui de l'exprimer, soit à travers ses représentants, qui peuvent être des députés et d'autres élus, ou par référendum. Moi, je pense que l'accord doit répondre à cette ligne directrice qui, aujourd'hui, permet de protéger le Mali, car aujourd'hui, la ceinture de sécurité que nous avons, c'est la Constitution de 1992. Donc, si aujourd'hui, nous portons atteinte à cette Constitution, dans le processus que nous connaissons, à la fois par la refondation, mais aussi par toutes les réformes engagées par les autorités de la transition qui vont aboutir à la rédaction d'une nouvelle Constitution pour aller à un référendum, moi je pense que nous faisons fausse route et nous mettons le Mali en danger. Donc vous n'êtes pas pour la rédaction d'une nouvelle Constitution qui pourrait éventuellement faire la part belle à l'application de l'accord? Moi je pense qu'une nouvelle Constitution, ça ne se décrète pas. La procédure est indiquée dans la Constitution de 92. Du moment où la charte de la transition, qui quelque part viole... Monsieur Keïta, pardon, il est clairement indiqué qu'il serait difficile de mettre en œuvre l'accord sans toucher à la Constitution. Mais justement, le verrou que le Mali a aujourd'hui, notre bouclier, c'est la Constitution de 92. Maintenant, pourquoi modifier cette Constitution avant de mettre l'accord en débat? C'est ça la question. Ouvrir la boîte de Pandore? Il faut l'ouvrir, clairement. C'est le peuple qui est souverain. Aujourd'hui, nos autorités ont le devoir politique et moral de répondre à cette exigence politique, de rassembler les Maliens, de poser la question de l'accord. De quel Mali nous voulons? De quelle paix nous voulons? Cela ne peut se passer que dans les négociations entre puissances étrangères sous les auspices des Nations Unies. Car aujourd'hui, le Mali est un pays sous tutelle.
Moi, je crois que ce serait une grave erreur d'aller dans ce sens et de mener le peuple en bateau. Car le fait d'inscrire l'application de l'accord d'Alger dans la charte de la transition, c'est un mensonge d'État. Le peuple malien n'a jamais demandé cela. Donc aujourd'hui, il faut poser cette question avec acuité. Expliquer ce qu'est l'accord au peuple malien. Nous pensons que dans ce processus, on aura les réponses. S'il faut aller à une nouvelle constitution, c'est au peuple d'en décider. S'il faut garder la constitution de 92, c'est au peuple d'en décider. Surtout que, à cause de l'insécurité aujourd'hui. Est-ce que le peuple n'a pas finalement décidé cette option d'aller à une nouvelle constitution? Les ANR, par exemple, ont consacré la nécessité d'aller à une nouvelle constitution. C'est ça qui a été dit, mais moi je pense qu'on essaie quand même de mener le peuple en bateau. Les assises nationales de la refondation, c'est l'application de l'accord d'Alger. Il ne faut pas inclure le peuple dans ce processus de cette façon. Moi, je crois que c'est une faute politique. C'était une maladresse? C'est une maladresse. C'est carrément une maladresse. Et à part l'application de l'accord, les ANR en soi n'apportent rien comme solution au problème malien. Et qu'on soit conscient d'une chose, et je pense que c'est l'analyse que l'IRDAC fait par anticipation, ce n'est pas avec l'application de l'accord qu'on aura la paix au Mali. Ceux qui croient qu'avec l'accord, les armes se sont tues, moi je le dis et je le redis, c'est une grave erreur. Les armes ne se sont pas tues. Nos frères sont en train d'être tués. Le Mali est trahi. Pas par la CEMA quand même. Pas par la CEMA, je vous comprends, mais par des groupes terroristes qui ont une qui alliance, ne sont pas signataires de cet accord. De l'accord, pas forcément. Mais vous avez certains groupes qui ont un pied dans la CEMA, l'autre pied, qui ont leur branche politique. On a quand même des représentants de ces groupes signataires qui sont membres du gouvernement. Ben justement, c'est là la question. Aujourd'hui, comment, avec l'arme dont dispose la CEMA, les différents groupes armés qui ont refusé de déposer armes, malgré le DDR, parce qu'un des blocages, c'est cela aussi, qui ont refusé de faire leur mutation pour devenir des groupes politiques, pour participer à des élections, être légitimement élus, choisis par le peuple, qui ont refusé tout cela et qui s'imposent au peuple malien. Comment nous pouvons, au nom de tout ça, aujourd'hui vouloir appliquer l'accord comme cela est dit? Mais est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'il ne fallait pas s'en prendre au mécanisme qui a été mis en place pour la mise en œuvre de cet accord aussi? C'est le mécanisme, c'est l'échec du mécanisme qui... Le mécanisme a échoué parce que c'est le même mécanisme qu'avait choisi Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Mais lui encore, aujourd'hui, je peux le dire honnêtement, il n'avait pas la volonté d'appliquer l'accord d'Alger. Pourquoi? C'était le président qui pouvait l'appliquer le plus facilement. Mais il a beaucoup tourné en rond. Et nous, on a été confortés dans ce doute quand, après notre conférence, par l'URDAC a été une des rares structures à organiser des conférences débats sur l'accord d'Alger, enjeux et perspectives pour le Mali. On a fait une conférence en août 2019. Après cette conférence, en septembre 2019, le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, à l'occasion du 22 septembre, il a proposé que même si on peut garder l'esprit de l'accord, il propose qu'on revoie les parties qui portent atteinte à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Ce jour-là, nous avons compris qu'il n'a pas la volonté d'appliquer ce document. Et je pense que Ibeka, la relecture, c'est lui qui l'a proposé, déjà. La transition qui est arrivée après, a commencé par Bandao. Lui, il ne parlait même pas de relecture. Lui, il parlait de l'application de l'accord. Après, Assimi est venu. Et aujourd'hui, on parle d'application efficiente et intelligente. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la bonne approche. C'est non seulement la mauvaise approche. Pourquoi? Car c'est une question de souveraineté nationale. C'est une question du Mali. Ce n'est pas une question politique, tout simplement. Il aurait souhaité impliquer les partis, approcher les partis, poser cette question, car le problème du Mali, c'est l'accord d'Alger. Il ne faut pas qu'on tourne en rond. Tant qu'on ne pose pas ce problème et que les grands appareils politiques, parce que si vous constatez l'échiquier politique, rares sont les structures qui se prononcent par rapport à l'accord. Les structures, il y a une omerta par rapport à cela. Or, il est important de clarifier leur position. Vous savez, quand le Mali partit à l'indépendance, c'est une vision qui a primé. La vision du Mali de Feu Modibo Keïta, la décolonisation des États et des esprits. C'était une idéologie ancrée dans un processus irréversible, sociologique et politique, qui avait pris le nom du socialisme scientifique. Et en cela, le peuple malien se reconnaissait, car ça a permis de mettre le peuple malien en face et de vouloir gérer nos contradictions pour pouvoir nous soustraire de ce qu'est l'esprit de domination, afin de faire de nous des citoyens conscients
d'un pays qui défend des valeurs, qui leur inculque à travers l'éducation, la socialisation, afin qu'ils soient ce Malien ou ce Soudanais qui était souhaité. Moi, je crois qu'avec un tel idéal, on ne pouvait pas échouer. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Une vision claire qui rompt avec la colonisation, qui affirme notre histoire, qui affirme notre identité, qui affirme ce que nous avons été historiquement et qui aujourd'hui, par le présent, nous pouvons valoriser et être ce pays qui a pu lever sa tête, et, comme on appelle, braver la colonisation, même vaincre la colonisation, retrouver sa dignité, son intégrité et puis s'affirmer dans le concert des nations. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Donc on ne peut pas traiter la question de l'accord en sourdine de cette façon, en menant le peuple en bateau, justement pour conserver le pouvoir. Moi, je pense que ça, ce serait une erreur politique. Vous pensez que les autorités actuelles de la transition ne jouent pas jeu franc en la matière? Moi, je le pense. Je le pense, pourquoi? Parce que depuis le temps que l'URDAC parle, c'est même devenu notre péché originel. Comme si nous ne devons pas parler comme ça. Comme si nous étions contre la paix. Mais non, moi je veux dire clairement. La question du Mali, elle va au-delà des hommes. Elle va au-delà des carrières politiques. Les hommes passent, la nation demeure. Notre souci, c'est que nos descendants, nos enfants et nos petits-enfants ne soient pas des esclaves sur les terres de leurs ancêtres. Et notre souci aussi, c'est que nos frères arabes et touaregs, qu'ils comprennent qu'ils sont menés en bateau par des puissances étrangères pour des intérêts impérialistes. Car l'accord, c'est une commande des puissances impérialistes pour des raisons géostratégiques, mais aussi pour des raisons géopolitiques. La redistribution programmée du pouvoir malien, mais aussi l'exploitation programmée des ressources maliennes, il faut se poser la question. L'intérêt va à qui? Qui va gagner dans ça? Nous voyons déjà la réalité sur le terrain. Comment nos villages sont rasés, comment nos populations sont tuées. Aujourd'hui, il ne faut jamais accepter cela. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut changer de stratégie, d'approche par rapport à la question de l'accord. On ne peut pas la traiter comme ça et conserver le pouvoir. Car si vous avez le pouvoir, vous êtes avec les Nations Unies. Vous savez, toutes les sanctions de la CEDEAO, des Nations Unies, tout ce qu'on veut, c'est par rapport à cet accord. Et les assises nationales, c'est l'accord d'Alger. Quand les assises ont terminé, ils ont donné leur résolution, le premier pays à féliciter le Mali, c'est l'Algérie, qui s'est félicité et qui a même pris le soin de dire que les résolutions des assises nationales de la refondation vont dans la droite ligne de l'application de l'accord d'Alger. Moi, je pense que quand on arrive à ce point, il faut quand même se poser des questions. Ok. J'imagine qu'il ne vous a pas échappé que le nouveau mandat de l'aménagement fait une grande place à l'application de l'accord. Vous avez une crainte à ce niveau aussi? Bon, ça a tout été notre crainte. Au fait, l'aménagement a été créé pour appliquer l'accord. Ceux qui nous font croire qu'ils sont là pour protéger les populations civiles et tout ça, là. Non, c'est pas ça. Oui. La protection des populations civiles, elle est bien ciblée. La zone d'opération de l'aménagement, elle est bien ciblée. Mais ce qui est important, c'est que par cette résolution, qui a commencé par la résolution 2100, c'est une mise sous tutelle du Mali pour lui imposer un accord qui n'est pas le choix du peuple. Et aujourd'hui, le renouvellement de ce mandat, ça nous fait poser beaucoup de questions. Et nous pensons que ça traduit un peu la contradiction de la démarche des autorités face à la situation actuelle. Car il y a un aspect de la résolution qui n'est pas apprécié par notre gouvernement. Mais pourtant, la résolution a été votée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu la question des 49 militaires ivoiriens, entre guillemets, ou mercenaires, je ne sais plus, qui est en train d'être géré avec un cafouillage pas possible. Oui. À un moment où notre pays a été rendu vulnérable. C'est cette vulnérabilité qui aujourd'hui se matérialise par l'existence de groupes armés, avec des cargaisons d'armes importants. Comment on peut protéger un pays avec de tels groupes? Ça n'est pas possible. Comment on peut protéger un pays quand 70% du contrôle du territoire échappe à l'État central? Ça n'est pas possible. À partir de Douanza, le Mali n'existe plus. Nos autorités sont absentes des territoires pour apporter protection, justice à nos populations et éducation. Les écoles sont fermées. Le Mali est à l'agonie. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, face à tous ces dangers, pas seulement à cette dernière résolution, l'existence même de l'aménagement est un danger pour le Mali. Justement, avec ce nouveau mandat, est-ce qu'on n'est pas finalement en droit de dire que le processus de l'application de cet accord est désormais irréversible avec ce nouveau mandat? Oui, mais bien avant. Du moment où on l'a inscrit dans la charte de la transition, on a atteint un peu l'irréversibilité et je crois que l'action gouvernementale s'inscrit dans ça. C'est pourquoi quand le Premier ministre parle de l'irréversibilité du processus, c'est par rapport à ça.
Ça, c'est dans l'action politique. Mais nous souhaitons que le peuple rende ce processus réversible par la rue, car nous appelons au sursaut national. Nous n'avons rien contre la transition. Mais aujourd'hui, si nous voulons défendre le Mali, faisons-le bien, afin que l'histoire le retienne. L'URDAC a choisi l'histoire. Oui. Nous voulons être à la hauteur des défis pour l'histoire, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donc aujourd'hui, oui, la question du Mali, le problème du Mali, c'est l'accord d'Alger. La façon dont la transition est en train de la traiter, c'est pas la bonne. Il faut impliquer le peuple malien. Et relire l'accord, oui, mais avec le peuple malien. Car c'est ce peuple-là qui paye le lourd tribut. Le Mali n'existerait pas sans ce peuple. On ne peut faire le Mali sans le peuple. Et dans notre principe de gouvernement, c'est le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est lui qui est souverain. Moi, j'aimerais bien que nos autorités expriment cette souveraineté, mais qu'ils laissent le peuple l'exercer. Surtout à un moment où on a un CNT qui n'est pas élu. Le CNT est nommé. Donc, le mécanisme doit être revu. L'attelage juridique qui a été défini doit être revu. Oui. Pour aujourd'hui mettre à suffisance le peuple à contribution pour trouver les solutions idoines. Monsieur Keita, on a vu la semaine dernière, on a vu un mouvement déposer une demande de départ de l'aménagement du Mali. Est-ce que vous êtes solidaire de cette demande? Nous sommes totalement solidaires de cette demande. Pourquoi? Oui. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans la partie septentrionale de notre pays où opère l'aménagement, où beaucoup de nos frères, enfants, fils, filles qui travaillent à l'aménagement ici pensent qu'ils ont trouvé un espoir. Je leur demande juste pardon. Et je leur explique que le Mali peut leur donner mieux que ça. Ceux qui croient que l'État n'est pas là, notre souci, c'est que l'État remplace l'aménagement. Nous voulons que nos forces armées de sécurité, dont nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, mais aussi des forces étrangères, bien sûr, dont nous saluons le courage, dont nous saluons la témérité, la bravoure avec laquelle ils défendent le Mali. Aujourd'hui, il est important de soutenir les forces armées de sécurité maliennes. Nous voulons que c'est eux qui soient mis en valeur, parce qu'avec l'accord, c'est notre constat, les femmes ne sont pas reconnues. C'est toute la difficulté. Et on attend l'armée nationale de reconstituer. Et l'aménagement est là, justement pour travailler d'arrache-pied, afin de créer les conditions matérielles et politiques de l'émergence d'une armée nationale reconstituée, dont les 80% du contingent dans la partie septentrionale, notamment dans l'Azawad, doivent revenir aux groupes armés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens se réveillent. Quand ils demandent le départ de l'aménagement, nous comprenons, mais ça n'est pas sans proposition. Et je crois que l'URDAC a déjà eu à faire cela. Oui. Nous voulons que la montée en puissance de l'armée se traduise par la reconquête des territoires. Que l'armée revienne sur le territoire, que l'État revienne, qu'on définisse un type d'administration qui correspond à ces situations de guerre, afin que l'État puisse être présent, pour que nos populations soient protégées, pour que nos populations se sentent en sécurité. Cela va se faire petit à petit, mais moi je pense en réfléchissant, on peut trouver un bon chemin pour pouvoir exécuter cela. Donc le départ de l'aménagement, nous l'avons demandé depuis longtemps. Oui. Si ça vient aujourd'hui, c'est tant mieux, en espérant que les autorités seront sensibles à cette question. Vous avez parlé de la montée en puissance de l'armée. Est-ce que ce concept n'a pas été contredit le vendredi dernier à Kati, avec cette attaque qui a ciblé les camps des militaires de Kati? Alors, moi, je pense que l'armée monte en puissance. Oui. Ça n'empêche pas ces attaques. Ça n'empêche pas ces stratégies des groupes terroristes de mettre le Mali à mal, de mettre notre armée à mal, de mettre nos militaires à mal. Quand on prend l'exemple sur des pays qui ont vécu cette situation différemment du Mali, je parlerai de l'Irak, je parlerai de la Syrie, de l'Afghanistan et de la Libye récemment. Nous savons que ces forces-là, ils ont une capacité de nuisance énorme. Ça nous inquiète ce qui se passe, car s'attaquer à des camps militaires, c'est inquiétant. Pour ceux qui croient qu'ils sont en train de perdre du terrain, ils ont peut-être raison, mais l'URDAC Mali est assez réservé sur ces genres d'analyse. Nous pensons qu'objectivement, la cible des terroristes a augmenté, ça n'a pas changé. Les populations civiles sont leurs cibles. Mais en même temps, les territoires qu'ils ont reconquis, ces territoires-là sont soumis. Ils sont en train d'appliquer la charia sur ces territoires. On est en train d'acculturer nos concitoyens au bénéfice de l'impérialisme arabo-salafiste. Moi, je pense que ça, c'est un danger qui est même pire que les attaques. Faisons attention, car les générations qui vont être enrôlées par ces groupes,
il est plus facile de les enrôler que de les rééduquer, les déséradiquer, afin qu'ils reviennent, ils deviennent des citoyens normaux que nous souhaitons. Donc moi je pense que sur ce plan, il faut faire attention. Après le camp de, comment on appelle, le camp qui était à Nioro, là, qui a été attaqué, après Bafo, après Sévaré, le camp de Kati, moi je pense qu'il faut se poser des questions. D'accord. L'armée monte en puissance, certes. L'acquisition d'armes ne suffit pas. Oui. Il faut la reconquête des territoires. Il faut la présence militaire et administrative. Il faut que cela soit réfléchi à travers un dispositif qui s'accommode avec cette réalité. Et moi, je pense que nous avons assez d'experts pour penser à cela et faire en sorte que la MINUSMA parte, que l'armée malienne remplace, que Barkhane parte, que l'armée malienne remplace. Parce que nous pensons une chose. Oui. Même si Barkhane part, tant que la MINUSMA est là, et que l'objectif de la transition, c'est appliquer l'accord d'Alger, la France n'est pas partie, elle est là. Dernière question de l'émission. Certaines voix s'élèvent pour réclamer le départ du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga de la primature. Qu'en pense l'URDAC Mali? Alors, l'URDAC pense que c'est une réalité politique qui aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une question de poste ou d'homme. On peut reprocher beaucoup de choses au Dr Choguel Kokala Maïga, mais il faut le saluer aussi. Il faut le remercier pour le travail qu'il a fait, pour la confiance qu'il a redonnée aux Maliens, même si cela reste relatif, pour la dignité qu'il a redonnée aux Maliens. Il faut prendre en compte cela. Oui. Maintenant, moi, je pense qu'il faut plus transformer ce élan de dignité retrouvée, de souveraineté retrouvée, en un élan de changement pour le Mali. Maintenant, demander son départ, pour moi, c'est trop. La rectification dont lui-même il parle, moi je pense que cette rectification n'est pas encore d'actualité. Mais il est nécessaire de rectifier la transition. Rectifier pourquoi? Car la ligne prise par Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, qui est d'appliquer l'accord d'Alger, n'est pas la bonne. Aujourd'hui, il faut changer de stratégie. Il faut vouloir préserver le Mali dans son unité, dans sa souveraineté, dans son indépendance, en réaffirmant notre démocratie qui a été chèrement acquise. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment de demander le départ de Choguel. Je pense au temps de Feu Ibeka, quand il changeait de Premier ministre, on lui reprochait déjà cela, qu'il y avait une instabilité gouvernementale, ce qui n'est pas faux. Moi, je pense que pour le peu de temps qui nous reste, après tout le temps qu'on a perdu, embargo, sanctions et tout ça, aujourd'hui, le peu qui nous reste, si les 24 mois sont respectés, en cela, faisons quelque chose de positif. Je pense qu'avec encore le PM Choguel Kokala Maïga, on peut faire quelque chose de positif. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'homme, c'est les réponses pour le Mali. Car les partis qui demandent son départ n'ont pas non plus de réponse, notamment par rapport à l'accord d'Alger. Certains esprits fertiles en hypothèse commencent déjà à parler d'une éventualité de la candidature du colonel Assimi Goïta. Une bonne ou mauvaise chose pour Assimi était un Malien comme nous tous. Oui. Moi, je le jugerai au résultat. Ça, au stade où nous sommes, c'est qu'il a fait bien. Mais ça ne me permet pas de lui demander d'être candidat. On attend encore plus. Oui. Le DAC Mali attend par rapport à l'accord. Nous attendons des signaux forts par rapport à l'accord. Par rapport à l'inclusivité, nous attendons encore des signaux forts. Mais aussi par rapport au changement attendu par les Maliens. Nous savons qu'on ne peut pas refonder un pays en guerre. Mais il y a l'essentiel qu'il faut faire. Car sans discipline, sans justice sociale, rien n'est possible. Nous voulons que ce cadre aujourd'hui soit là. C'est que le Malien puisse aller devant l'administration, qu'il ne soit pas racketté. Ça, c'est possible là, tout de suite. Là. Donc nous attendons des gestes forts à ce niveau. Après ça, sur le plan de la sécurité, comment la nouvelle stratégie sécuritaire, en remplacement des dispositifs politico-militaires qui ont été définis pour soumettre le Mali, comment cela va se déployer? Nous attendons cela. Moi, je pense que si Assimi relève ces défis, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas candidat. Ce n'est pas l'ONU qui va décider de cela. C'est au peuple malien de définir qui nous voulons qu'il soit candidat. Juste un rappel historique. Quand Feu Modibo Keïta et ses camarades voulaient accéder à l'indépendance, ce n'était pas la volonté de la France. Après la conférence de Brazzaville, après la Deuxième Guerre mondiale, quand De Gaulle demandait aux pays africains, en tout cas les anciennes colonies françaises, ceux qui voulaient l'indépendance de la prendre, c'était pratiquement une déclaration de guerre. Mais eux, ils ont pris leur courage à deux mains, ils l'ont fait. Après le référendum ici à Bamako, et on a vu ce qui en est découlé. Oui. Donc nous pensons qu'il y a autant de processus historico-politiques qui nous enseignent, qui font que les modèles dont nous avons besoin ne peuvent pas manquer. Si Assimi est dans ce cadre, moi pour l'instant j'attends. Ce qu'il a fait n'est pas mal, c'est bien, mais j'attends encore beaucoup plus, surtout par rapport à l'accord et la question sécuritaire. Avant de nous séparer, un dernier mot. Alors le dernier mot, moi j'interpelle le peuple malien. Quelle que soit la volonté de Assimi et de Choguel, ils ne pourront pas sauver le Mali.
Seul le peuple peut sauver le Mali, le peuple souverain. Nous voulons que le seul message est unique, qui doit forger notre unité, qui doit être la base du nouveau contrat social. Aujourd'hui, c'est la rediscussion de l'accord d'Alger. Nous voulons garder le Mali intact, sans qu'il soit un califat, sans mettre en valeur les cadis, sans qu'on nous impose quelque religion que ce soit, ni quelque État que ce soit. Donc par rapport à cela, j'en appelle à nos concitoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur, de se lever comme un seul homme, d'exécuter le sursaut national contre l'accord d'Alger. Monsieur Keïta, merci d'être passé. Je vous remercie et je remercie et Renouveau TV, mais surtout les militants et sympathisants de l'UDAC Mali qui sont dans ce combat depuis 2012, car depuis les pré-accords de Ouagadougou, ça a commencé, qui sont ostracisés, stigmatisés, je dirais même persécutés à la limite, mais qui tiennent au Mali, qui tiennent bon. Et je leur invite encore à tenir bon, car ce combat, nous allons le gagner pour le Mali. Je vous remercie. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Dimanche Invité qui recevait comme invité M. Yamoudou Keïta. Il est président de l'association URDAC Mali. URDAC Mali, comprenez par là l'unité de réflexion et d'action pour le Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la France.